à tous. Donc, je suis ravie de vous accueillir pour cette journée dédiée à l'activité physique. Je suis le docteur Noémie Ferré, donc je suis médecin de santé publique au département de santé publique ici à l'Archer. Et je suis également médecin consultant pour l'association Azur Sport Santé qui vous sera présentée plus tard dans la matinée. Donc vous le verrez, l'activité physique sera vraiment le fil rouge de la journée, en commençant d'ailleurs dès maintenant, puisque moi je vais vous présenter donc, les bases, les recommandations en activité physique et quelques chiffres clés. Et donc pour cela, je vous propose un quiz un peu particulier dont le principe est très simple. Si vous pensez que la première réponse est la bonne, vous restez assis. Si vous pensez que la deuxième est la bonne, vous vous mettez debout. C'est bon pour tout le monde? Alors, je vous introduis donc la notion de sédentarité. Selon vous, la sédentarité, c'est réponse A, une activité physique en dessous du seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, donc 150 minutes d'activité pour les adultes par semaine, ou bien, réponse D, debout, une situation d'éveil en position assise ou allongée. Donc c'est à vous. Je vous laisse réfléchir, on est à peu près moitié-moitié. Ok, vous pouvez vous rasseoir, merci. Et c'est bien ceux qui étaient debout qui avaient raison, puisque la sédentarité est donc définie comme un comportement en période éveillée qui génère une dépense énergétique de repos, ou proche de la dépense énergétique de repos, ce qui correspond en fait à tout le temps qu'on passe assis ou allongé en dehors des heures de sommeil. C'est le temps dans les transports, en voiture, c'est le temps sur l'ordi, au bureau, etc. Et c'est vraiment important de la distinguer de l'inactivité physique, qui elle est définie par la non-atteinte des recommandations en activité physique, puisque ces deux notions ont des facteurs de risque différents pour les maladies. C'est-à-dire qu'elles génèrent des effets délétères pour la santé, mais indépendamment l'une de l'autre. Vous pouvez être donc très actif, faire 1 heure de footing chaque soir, mais si vous avez un emploi sédentaire, 6 ou 7 heures assis à un bureau, vous aurez des effets néfastes sur la santé. Et puis, en miroir de l'inactivité physique, il y a l'activité physique qui, elle, est donc définie comme tout mouvement corporel produit par la contraction des muscles squelettiques et qui génère cette fois une dépense énergétique supérieure à celle de repos. Voilà pour les définitions. Question suivante, donc pour les enfants, selon vous, l'OMS recommande de pratiquer une activité physique quotidienne d'une durée de 1 heure, vous restez assis, ou 30 minutes, vous vous mettez debout. Donc pour les enfants, 1 heure par jour ou 30 minutes. D'accord, on est à peu près moitié-moitié, merci. Et là, cette fois, la bonne réponse était les gens qui sont restés assis. Et oui, pour les enfants, donc l'OMS recommande de pratiquer 1 heure d'activité physique par jour, alors que pour les adultes, on est bien sur 30 minutes par jour pendant 5 jours, soit les fameuses 150 minutes par semaine. Donc l'activité physique est caractérisée par la durée, le paramètre qu'on vient de voir, mais également par 2 autres paramètres que sont la fréquence, c'est-à-dire pour les adultes par exemple, on sait que c'est pas la même chose de faire 150 minutes dans sa semaine en une fois, le week-end en général, plutôt que de faire 5 fois 30 minutes. On a des bénéfices pour la santé bien plus importants quand on fait les 5 fois 30 minutes, qu'on l'étale en fait sur sa semaine. Voilà pour la notion de fréquence. Et en termes d'intensité, donc là, plusieurs moyens de mesurer l'intensité d'une activité physique, des plus objectifs aux plus subjectifs. On peut donc utiliser un cardiofréquencemètre par exemple. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle le RPE, le ressenti perçu de l'effort. Donc là, c'est une échelle similaire à l'échelle de la douleur, une échelle visuelle analogique. De 0, l'effort est très peu intense. À 10, l'effort est un effort maximal. Ça, on sait que c'est un bon moyen de quantifier l'intensité. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle le talk test, c'est-à-dire la capacité à pouvoir parler quand on fait un exercice. Par exemple, si vous faites une marche ou un footing, si vous êtes seulement en capacité de dire 1 ou 2 mots, vous êtes déjà dans une intensité élevée. Et donc, en termes de recommandations, c'est 30 minutes par jour, 5 fois par semaine pour les adultes.
la recommandation est de les faire à intensité modérée. Donc sur une échelle de RPE, c'est environ 5 sur 10, autour de 5. Et au niveau de ça je ne vous en ai pas parlé, mais du ressenti des battements cardiaques, on commence à les sentir de façon sensible. L'activité physique est également caractérisée par des domaines, c'est-à-dire des moments où vous pouvez la pratiquer. Il y en a 4. Le premier sont les déplacements. Donc là, je vais vous redemander dans la salle qui, ce matin, est venu à pied ou en vélo. Levez-vous. Bravo aux courageux, on peut les applaudir. Voilà, donc tous les autres, vous avez grillé votre cartouche déplacement ce matin, mais vous aurez l'occasion de le faire ce soir. Également, donc, les activités liées au travail. C'est sûr qu'une aide-soignante qui travaille toute la journée, un travail extrêmement physique, va avoir une dépense énergétique bien plus importante qu'un médecin libéral, par exemple, qui fait ses consultes assis. Le troisième domaine sont les activités domestiques, avec en premier lieu le ménage. Et donc là, j'insiste, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Hein, ça va générer une dépense énergétique égale, donc messieurs, n'hésitez pas. Et enfin, le dernier domaine auquel on pense souvent, c'est le temps de loisir. Et c'est sur ce temps-là, souvent, qu'on pratique des activités dites sportives, donc le sport. Et vous voyez que ces deux termes, sport et activité physique, ne sont donc pas synonymes. Pour aller un petit peu plus loin sur les recommandations, ce que ces fameuses, pour les adultes, 5 fois 30 minutes, ça concerne les activités qu'on dit à visée cardio-respiratoire, c'est-à-dire qui vont faire travailler le cœur et les poumons. Ces 30 minutes, vous pouvez les faire fractionner ou non, c'est-à-dire vous pouvez, si vous faites 3 fois 10 minutes, ça marche aussi. Et on sait par contre qu'en deçà de 10 minutes, les bénéfices pour la santé sont moindres. C'est bien de pratiquer des périodes de 10 minutes minimum. On l'a vu pour l'intensité. En plus de ces activités cardio-respiratoires, l'OMS recommande de travailler les muscles. Donc là, les recommandations sont en termes de fréquence 2 fois par semaine, de travailler 8 à 10 exercices qui incluent les grands groupes musculaires, c'est-à-dire membres inférieurs, membres supérieurs et dos. Et au niveau de l'intensité, Julien Monnier nous en parlera tout à l'heure, mais pour les efforts musculaires, pour calculer l'intensité de vos exercices, on le fait en matière du nombre de répétitions que vous êtes capable de faire sur l'exercice donné. Exemple, si on prend les pompes, qui est un exercice musculaire qui fait travailler les bras, si vous êtes capable d'en faire un, vous êtes à intensité maximale. Si par contre vous êtes capable de le répéter plusieurs fois, ça veut dire que l'intensité est moindre. Voilà, on juge de l'intensité sur le nombre de répétitions que vous êtes capable de faire. Et là, l'OMS recommande de trouver l'intensité pour laquelle vous êtes capable de faire 8 à 12 répétitions. Enfin, la troisième et quatrième qualité physique à travailler sont l'équilibre et la mobilité articulaire. Là aussi, 2 fois par semaine, 5 à 10 exercices. Et pour l'intensité, on utilise soit le nombre de répétitions, 3 à 5, soit la durée de l'exercice, donc 10 à 30 secondes. Et puis on n'oublie pas, puisque vous le savez maintenant, la sédentarité et l'activité physique sont deux notions différentes, de se lever toutes les 2 heures, au moins 5 minutes, pour lutter contre ces effets délétères de la position assise ou allongée. Et vous le verrez, on le mettra aussi en pratique. On continue sur le quiz. Alors, selon vous, de combien de décès par an l'inactivité physique est-elle responsable dans le monde? Est-ce que c'est réponse A, 500 000 ou réponse D, 5 millions? Donc D, mettez-vous debout si vous pensez que c'est celle-là. Alors, on a un consensus un peu plus large. Hein. Merci à vous, et vous avez raison. C'est même plus précisément 5,3 millions. Donc triste palmarès pour l'inactivité physique qui devance les morts liées au tabac, qui elles sont de 5,1 millions. Voilà, mais on est vraiment sur un problème de santé publique extrêmement important. Le deuxième chiffre clé, 53,8 milliards, ça représente le coût de l'inactivité physique dans le monde en 2013, en dollars. Et ce coût-là se répartit de façon inégale entre le secteur public, le secteur privé et les ménages. En France, il se chiffre également en milliards. Hein. C'est notamment tout, en premier poste de dépense, c'est toutes les maladies chroniques que l'inactivité physique engendre. Et une note plus positive pour finir, les 3 ans,
c'est l'espérance de vie que vous pouvez espérer gagner en pratiquant en moyenne 15 minutes d'activité par jour. Ce qui est donc un peu en deçà des recommandations, mais même en dessous de ces fameuses 30 minutes, vous avez des bénéfices. Donc vous pouvez espérer gagner 3 années de vie, ce qui est déjà pas mal, ce qui représente une réduction du risque de mortalité de 14%. Et la bonne nouvelle, c'est que cette réduction de la mortalité, elle concerne tout le monde. Hommes, femmes, quel que soit votre âge et surtout quelle que soit aussi votre condition de santé. C'est-à-dire si vous avez une maladie chronique, vous voyez sur le diapo là, 1 représente le risque de mortalité pour les personnes inactives, c'est la référence. Et donc à gauche, tous les risques relatifs pour chaque condition sont inférieurs à 0, donc ça permet de réduire la mortalité. Alors, en France, selon vous, les Français sont-ils assez actifs? Eh bien, la réponse est non. Je ne vous apprends rien. Les derniers chiffres donc, de 2018 là, nous apprennent qu'un adulte un adulte sur 3 ne suit pas les recommandations, tout comme les seniors. Mais ce qui est plus inquiétant encore, c'est que les adolescents sont encore moins nombreux à les suivre. Donc 2 adolescents sur 3 ne suivent pas ces recommandations. Et pire, 4 enfants sur 5 n'atteignent pas les fameuses 1 heure par jour. Et au sein de chacune de ces catégories, on observe également des inégalités, notamment au niveau des sexes. Les femmes pratiquent moins que les hommes. Et les personnes aussi atteintes de maladies chroniques pratiquent beaucoup moins que la population générale. Et ça, on le verra, c'est vraiment dommage puisqu'il y a des bénéfices largement prouvés aujourd'hui. Donc, pour les bénéfices de l'activité physique en prévention primaire, c'est-à-dire en population générale pour des personnes qui n'ont pas de pathologie particulière. On l'a vu en termes de mortalité, on peut espérer une diminution de 14% dès lors qu'on pratique 15 minutes par jour. On a aussi des bénéfices sur l'ostéoporose. Les études montrent que l'activité physique permet de diminuer de 13 ans la survenue après la ménopause. Surtout pour les activités qu'on dit portées, c'est-à-dire pour lesquelles vous allez avoir un impact, puisqu'on sait que c'est ça qui va solidifier les os. Pour le cancer, donc là j'ai pris l'exemple du cancer du sein, ça permet une diminution de 20 à 25% du risque d'apparition du cancer du sein. La maladie d'Alzheimer, on est sur une diminution de 45%. Pour le diabète, et donc là par contre chez les personnes prédiabétiques, c'est-à-dire qui ont un niveau de glycémie un petit peu plus élevé que la norme, le fait de commencer une activité physique va permettre de réduire de moitié le risque de survenue du diabète de type 2. Et enfin, pour les maladies donc, coronariennes, il y a l'athérome, on a une diminution de 20 à 50% du risque de faire soit un infarctus du myocarde ou ce qu'on appelle un syndrome coronarien aigu, de 20 à 50%. Et donc tous les chiffres que je vous présente là sont tirés d'études récentes qui sont à très haut niveau de preuve, le niveau le plus élevé, les recommandations de grade A. On continue avec les quiz. Alors, en cas de cancer, l'activité physique est-il selon vous le seul traitement efficace contre la fatigue? Si vous pensez que c'est vrai, vous restez assis. Si vous pensez que c'est faux, vous vous mettez debout. Le seul traitement. D'accord, donc plutôt une majorité à penser que non. Eh bien, désolé, mais vous avez tort, puisque l'activité physique est bien le seul traitement aujourd'hui efficace contre la fatigue, contre le cancer, du sein en l'occurrence, cette fatigue qui peut être induite soit par la pathologie en elle-même, soit par les traitements. Mais aujourd'hui, c'est la seule façon qu'on a, la seule arme thérapeutique pour lutter contre cette fatigue. Au-delà de ce bénéfice-là, elle permet donc, une fois que le cancer du sein est déclaré, de diminuer de 24% le risque de récidive, puisque vous savez que c'est une maladie qui peut récidiver, et de 41% le risque de mortalité. Et là encore, ce sont des chiffres avec des hauts niveaux de preuves faits sur un grand nombre de patients, des études avec une forte puissance. Au-delà du cancer du sein, l'activité physique a de nombreux bénéfices également sur le cancer du côlon et d'autres cancers avec des niveaux de preuve un peu moindres. Alors, la dépression, on ne le sait pas forcément, mais les études montrent aussi que l'activité physique permet de diminuer la symptomatologie et de diminuer également le risque de récidive. Et en cas de dépression légère, elle fait aussi bien que les antidépresseurs, avec beaucoup moins d'effets secondaires, vous vous en doutez.
Pour le diabète de type 2, donc une fois que la maladie est là, on est vraiment en prévention secondaire et tertiaire, elle permet de diminuer de 0,66% ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, donc l'HbA1c, qui est le marqueur de la glycémie sur 3 mois environ et qui est donc le principal indicateur de suivi de cette maladie. Là aussi, ça fait aussi bien que certains médicaments comme la metformine par exemple. Et elle permet également aussi de diminuer de 30 à 40% la mortalité liée au diabète. Pour les maladies coronariennes, une fois, donc si un patient a présenté un épisode aigu, que ce soit syndrome coronarien aigu ou infarctus du myocarde, on a une diminution de 26% de la mortalité et une diminution de 31% du risque de réhospitalisation. Pour les maladies bronchopulmonaires, au premier rang desquelles la BPCO, qui est une maladie dont le principal facteur de risque est le tabac, l'activité physique permet de diminuer de 31% la mortalité et d'augmenter ce qu'on appelle le périmètre de marche, c'est-à-dire la capacité à pouvoir marcher, de 49 mètres au test du 6 minutes marche, qui est le test de référence dans cette maladie quand on essaye d'évaluer ce qu'on appelle les capacités fonctionnelles des patients. Et enfin, en cas d'hypertension artérielle, qui est également une maladie chronique, l'activité physique permet de diminuer de 3 mm de mercure la pression artérielle systolique. Donc là, vous le savez, hein, quand vous allez chez le médecin, on prend la tension, on vous donne 2 chiffres, par exemple 12,8. Le premier correspond à la pression artérielle systolique, le 12, et le 8 à la pression artérielle diastolique. Donc l'activité physique permet de diminuer environ 4 mm de mercure la systolique et de 2,5 la diastolique. Alors, les études nous expliquent aussi très bien comment ça marche, que ces bénéfices ne tombent pas du ciel, on a des explications moléculaires. Sur la colonne de gauche, donc la première, vous voyez, ce sont les bénéfices centraux. L'activité physique adaptée et régulière, hein, on a ces bénéfices uniquement si on pratique de façon régulière, va permettre d'augmenter le taux de sérotonine. Donc ça peut expliquer certains bénéfices, notamment au niveau de la dépression. Elle augmente également la neurogénèse hippocampique, donc la fabrication des nerfs qui tournent autour de l'hippocampe, et une petite molécule qu'on appelle le BDNF. Et tous ces mécanismes moléculaires vont permettre d'expliquer la diminution, je vous l'ai dit, de la dépression, mais aussi du stress, l'anxiété, de la douleur, et donc les améliorations cliniques qu'on observe chez les patients. Sur la colonne du milieu, vous avez ce qu'on appelle les mécanismes systémiques, avec la triade, donc diminution de l'immuno-inflammation, c'est-à-dire qu'en cas de maladie chronique, on a souvent un niveau d'inflammation basal, c'est-à-dire peu intense, mais qui est chronique et qui est extrêmement délétère pour la santé, qui va induire pas mal d'effets néfastes. Donc ça, l'activité physique, via une petite molécule qu'on appelle l'interleukine 6, va permettre de diminuer cette inflammation. Et l'interleukine 6, elle est produite comment? Grâce à la contraction musculaire. En fait, c'est le muscle qui est donc à la fois une glande, qui a un rôle mécanique hein, pour pouvoir réaliser les mouvements, mais qui est également une glande endocrine, c'est-à-dire qui va sécréter des petites molécules qui vont partir dans le sang et agir sur plein d'organes. Donc, il va agir sur l'inflammation, cette interleukine 6, elle va également agir sur le foie et sur le tissu adipeux, par exemple. Le deuxième élément de la triade, c'est une diminution du stress oxydant. Hein. Vous savez qu'on produit en permanence des molécules antioxydantes et pro-oxydantes. Là, l'activité physique va faire pencher la balance en faveur des antioxydants endogènes. Et puis, le dernier élément, c'est une augmentation de l'insulinosensibilité. Donc l'insuline, cette hormone qui fait passer le sucre du sang vers les cellules. Et là, ça se fait via l'intermédiaire d'un petit récepteur qu'on appelle le GLUT4, qui est présent à la surface des cellules membranaires et qui a pour rôle justement de faire rentrer ce sucre du sang vers les cellules. Et donc ces trois mécanismes expliquent les bénéfices notamment en termes de diminution du risque d'athérosclérose, hein, qui est l'athérome, c'est la principale cause de des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, vous le savez, comme l'infarctus, l'AVC et puis l'AOMI, l'artérite des membres inférieurs. Ce sont des plaques qui se forment au niveau des artères et qui vont donc induire ces maladies. Ça permet également d'expliquer la diminution de la pression artérielle
et puis de ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Et encore une fois, donc d'expliquer les bénéfices cliniques. Et puis, la dernière colonne, en termes plus d'amélioration physique, on a une augmentation de l'endurance cardio-respiratoire, une augmentation de la masse et ou de la force musculaire, qui sont deux paramètres différents en fonction des exercices qu'on va travailler, de l'intensité notamment, et puis une augmentation de ce qu'on appelle la capacité oxydative musculaire. Voilà, donc on sait vraiment d'où viennent ces bénéfices, même sur le plan moléculaire. Alors, une fois que tout ça est dit, il est important aussi de s'intéresser aux déterminants de l'activité physique, c'est-à-dire les facteurs qui influencent le fait qu'on pratique ou non une activité physique. Et là, ce modèle explique bien qu'ils sont multifactoriels, hein, c'est-à-dire on a plusieurs strates d'éléments qui expliquent des facteurs individuels, des facteurs environnementaux et des facteurs plus sociétaux, politiques et législatifs. Donc si on s'intéresse à la première strate, les facteurs individuels, bien entendu l'âge compte, vous l'avez vu sur le niveau de pratique des Français. Les facteurs, on sait qu'il y a également des facteurs biologiques et génétiques. Le sexe joue, hein, je vous l'ai dit, les femmes pratiquent moins que les hommes. Et il y a également d'autres composantes qui rentrent dans ces facteurs individuels, c'est tout ce qui tourne autour de vos croyances et de vos représentations par rapport à l'activité physique. Et là, je vous invite à réfléchir donc à votre propre situation et de pouvoir transposer ensuite, si vous avez à le conseiller à vos patients, avec un petit exemple un peu caricatural, mais pour vous, quand on parle d'activité physique, est-ce que ça vous évoque plutôt l'image de gauche, exercise some motivation required, le fait d'être poursuivi par un ours serait le seul facteur qui vous ferait pratiquer l'activité physique, ou plutôt l'image de droite. Donc on est plus sur une notion de plaisir, éventuellement de pratique en collectivité. Donc c'est vraiment important de travailler un petit peu ces représentations à l'échelle individuelle. La deuxième strate, c'est l'environnement. Et là, les facteurs environnementaux, on les découpe souvent en deux grands domaines. L'environnement social, qui est extrêmement important, c'est-à-dire votre entourage, votre famille, vos amis, vos collègues. Est-ce qu'ils sont plutôt course à pied ou canapé? Ça va influencer votre propre pratique. Et puis, le deuxième domaine, c'est les facteurs environnementaux physiques. C'est-à-dire, là aussi, je reprends un exemple un peu caricatural. Imaginons que vous ayez un ascenseur à proximité. Est-ce que vous seriez plus enclin à prendre les escaliers dans la situation de gauche, genre Versailles, ou dans la situation de droite? Je pense que la réponse est voilà, pas besoin de démontrer. L'environnement joue un rôle extrêmement important sur notre pratique de l'activité physique au quotidien. On pourrait prendre d'autres exemples, comme par exemple si vous voulez vous rendre au travail à vélo, c'est sûr que s'il y a une piste cyclable, vous allez sans doute être plus à l'aise pour pouvoir le faire. Ou s'il y a un local vélo sur votre lieu de travail, c'est pareil, ça sera plus facile pour vous de vous lancer. Et enfin, la dernière strate correspond aux facteurs sociétaux, politiques et législatifs. Et là, on est à peu près tous d'accord pour dire que les astres sont assez alignés sur ce plan-là, puisque depuis 2011, date à laquelle la HAS, la Haute Autorité de Santé, a reconnu l'activité physique comme une thérapeutique non médicamenteuse, on a eu ces dernières années un arsenal législatif assez important, avec notamment la loi de modernisation de notre système de santé via son article 144 qui a introduit la possibilité pour le médecin traitant de prescrire l'activité physique adaptée. Et ça, le docteur Alain Ferrero de la DRJSCS nous en parlera un petit peu plus en détail. Et puis, sans son suivi, le décret d'application et l'instruction ministérielle. Et enfin, quelques clés pour pouvoir promouvoir l'activité physique auprès de vos patients si ça fait partie de votre pratique quotidienne. On recommande d'intervenir sous la forme de ce qu'on appelle repérage précoce et intervention brève. Hein. C'est le même principe d'intervention que notamment pour le tabac ou l'alcool, pour accompagner les patients. Donc cette démarche, elle comprend 3 étapes: repérer, intervenir et accompagner. Et c'est vraiment l'affaire de tous, hein, que ce soit médecin, infirmière, pharmacien, vous pouvez tous agir sur la promotion de l'activité physique auprès des patients. Donc je vous donne quelques billes pour chaque étape. Repérer, le questionnaire le plus utilisé, c'est le questionnaire de Marshall.
qui comporte 2 questions. Donc vous voyez, très simple, c'est combien de fois vous faites par semaine 20 minutes d'activité physique intense et combien de fois vous en faites 30 minutes d'activité physique modérée, toujours sur la semaine. Ça permet d'avoir un score qui classe le patient en insuffisamment actif ou suffisamment actif. Et puis on n'oublie pas bien sûr de poser la question de la sédentarité, puisqu'encore une fois, je vous le répète, c'est un facteur de risque indépendant pour les problèmes de santé. Voilà pour ce qui est de la partie repérée. Ensuite, pour la partie intervenir, le maître mot, c'est vraiment l'individualisation, hein, mais comme toute intervention sur les changements de comportement en santé. Si la personne est assez active, bien sûr, l'encourager à continuer. Et puis, si la personne est insuffisamment active, c'est important d'agir sur 2 domaines. Donc, conseiller pour la vie quotidienne, en prenant les exemples que je vous ai donnés, hein, essayer de prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, trouver dans chaque domaine de la vie, les déplacements, le travail, des petits moyens pour être un peu plus actif. Et également, conseiller une pratique encadrée si vous jugez que c'est nécessaire ou si le patient est en demande. Et pour ça, vous pouvez aider de plusieurs outils qu'on vous présentera aussi au cours de la matinée. La cartographie, donc Mon Sport Santé PACA, le site web Manger Bouger, il y a beaucoup de ressources sur ce site web, n'hésitez pas à le consulter. Il y a un espace professionnel et là, il concerne pas mal il vous met à disposition beaucoup d'outils pour intervenir et faire de la promotion. Et puis, Azure Sport Santé a également édité un listing des mutuelles qui remboursent l'activité physique. Puisque je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais la loi ne prévoit pas de faire rembourser l'activité physique par la sécurité sociale, même si elle est prescrite. Donc c'est bien de pouvoir avoir une solution, au moins avec les mutuelles. Si on veut aller un peu plus loin dans l'évaluation pré-pratique de l'activité physique, elle comporte donc 3 volets. Un volet motivationnel. Là, vous pouvez utiliser plusieurs techniques, des plus simples, des échelles, encore une fois, qui évaluent la motivation de façon assez simple, jusqu'à des techniques d'entretien motivationnel, que vous connaissez peut-être dans d'autres domaines. La deuxième dimension, c'est l'évaluation physique. Et là, à minima, il faut évaluer les capacités cardio-respiratoires. Donc, on peut utiliser des tests plus ou moins poussés. Le test le plus facile à mettre en œuvre, c'est celui qu'on appelle le 6 minutes marche, qui consiste simplement à faire marcher les personnes 6 minutes et regarder la distance qu'elles peuvent parcourir. Et après, on a des algorithmes qui permettent de voir par rapport à la population générale comment la personne se place. On évalue également la force musculaire, l'équilibre et la souplesse, à minima. Et puis le 3e volet, c'est l'évaluation médicale, où là on va rechercher des contre-indications éventuelles s'il y en a. Et il y en a très très peu, il faut le savoir, à part des pathologies cardiaques qui seraient décompensées ou pas stables, il y a très très peu de contre-indications. Et puis on va également déterminer ce qu'on appelle le degré de limitation fonctionnelle. Ça c'est bien expliqué dans le décret de la loi qui va permettre d'envoyer vers tel ou tel type d'intervenant en activité physique. Là encore, vous avez des outils qui peuvent vous aider. Donc il y a un site web qui vous aide en fait à faire le bilan, qui s'appelle Mon bilan sport santé, merci. Le décret donc, de la loi présente aussi un guide pour notamment classer les patients au niveau des limitations fonctionnelles. La HAS, la Haute Autorité de Santé, a également édité un guide qui s'appelle Promotion de l'activité physique au cabinet. Et puis, vous pouvez vous appuyer donc, sur le centre de ressources Azure Sport Santé qui peut vous mettre à disposition des outils. Et donc enfin, le dernier volet extrêmement important de cet accompagnement au changement, c'est de pouvoir valoriser les succès des patients et analyser les échecs, puisque vous le savez, dans ces changements, la rechute est davantage la règle que le succès immédiat du changement. Et vous pouvez, pour accompagner les patients, vous aider d'outils comme la tenue d'un journal d'activité physique, sur la semaine, essayer de planifier un objectif et de voir comment le patient réalise ou pas celui-là. Si vous avez les moyens ou les ressources nécessaires, faire du phoning pour encourager les patients à pratiquer, ou bien leur conseiller d'utiliser des applications mobiles qui se développent extrêmement en ce moment. Voilà, j'en ai terminé avec cette première partie. Donc je vous laisse ici la bibliographie des principaux guides dont je vous ai parlé.
Et puis, je vais laisser la parole à l'intervenant suivant, donc Julien Monnier, qui est chargé d'enseignement, entre autres, à l'UFR STAPS, l'UFR des sports. Merci.